La quatrième et dernière étape de notre série Les usages du théâtre nous conduira à visiter aujourd'hui le théâtre de Dodone. Le théâtre de Dodone est le théâtre le plus grand de tous ceux qui ont été construits dans la Grèce antique. Ce n'est pas le mieux conservé, mais c'est le plus grand. Ce n'est pas non plus le plus connu de tous. Néanmoins, Dodone est un site qui existe, dont je vais parler en détail, qui est très éloigné de tous les autres. Dodone, dans l'Antiquité, était vraiment situé dans une région très, très éloignée de tout, dans le nord de l'Épire. Aujourd'hui, on serait à la frontière de l'Albanie. Et donc, tourner son regard vers Dodone, c'est tourner son regard vers un pays éloigné. Et cela permet de comprendre que le théâtre peut avoir eu des usages fort différents de ceux que nous avons pu étudier à Athènes, à Épidore et à Delphes. Le sanctuaire de Dodone est consacré au culte de Zeus. Il est situé au pied du mont Tomaros, dans la chaîne du Pinde, qui fait l'ossature de la péninsule balkanique. On se situe, comme je viens de le dire, au nord-ouest de la Grèce, dans une région qui est très peu, mais vraiment très peu peuplée, aussi bien aujourd'hui que dans l'Antiquité. Le sanctuaire contient un certain nombre de vestiges, très en ruine, sauf, le théâtre dont vous voyez, l'ampleur, hein, c'est le plus grand de tous les théâtres construits en Grèce. Le reste des bâtiments qui ont été construits, à Dodone sont à peine visibles. On a ici, par exemple, une trace de l'acropole qui existait autrefois, donc une zone fortifiée, pas forcément beaucoup bâtie, mais une zone fortifiée. Et puis ici, en contrebas, les autres vestiges archéologiques sont à peine discernables vus de loin. Il faut s'approcher pour les repérer, pour les voir. L'essentiel à Dodone, c'est le chêne. Le chêne de Dodone qui passait dans l'Antiquité pour être, si on peut dire, le porte-parole de Zeus. Le sanctuaire est consacré à Zeus et à Dodone, il y a un oracle de Zeus. Cet oracle de Zeus était aussi fameux que l'oracle de Delphes, même si aujourd'hui le site de Dodone est beaucoup moins connu que le site de Delphes. L'oracle de Zeus à Dodone était fréquenté dans un passé très ancien. L'oracle est mentionné dans l'Odyssée, par exemple, comme l'oracle de Delphes. Mais les fouilles archéologiques ont montré que la région de Dodone était fréquentée par les hommes, les pèlerins peut-être pour Zeus, dès la période mycénienne, donc dès le XIIIe siècle avant Jésus-Christ. De sorte que l'oracle de Zeus est beaucoup plus ancien que l'oracle d'Apollon à Delphes. Un oracle donc réputé, extrêmement ancien, consacré à Zeus. Donc Zeus parlait, on connaît mal la procédure oraculaire. Plus exactement, on a plusieurs descriptions de la procédure oraculaire qui ne sont pas compatibles les unes avec les autres, qui sont contradictoires. Mais tout au moins accordent une importance considérable aux chênes. Le chêne de Dodone était réputé donc pour parler. Dans le mythe de Jason et des Argonautes, on sait que le navire Argo, le navire de Jason, parlait. Et pourquoi? Parce qu'il était fabriqué avec du bois venant du chêne de Dodone. Alors le chêne de Dodone parlait, ou plutôt Zeus parlait par le chêne de Dodone. Probablement, le personnel du sanctuaire devait-il interpréter le bruissement des feuilles du chêne agitées par le vent, très probablement. Peut-être y avait-il aussi des bassins de bronze au pied du chêne qui pouvaient éventuellement répercuter un certain nombre de sonorités. On ne sait pas trop bien comment Zeus parlait, mais enfin, Zeus parlait. Pendant l'histoire très longue du sanctuaire de Zeus, la configuration des bâtiments a évolué. Il y avait au 8e siècle avant Jésus-Christ, ce qu'on ose à peine appeler un bâtiment, c'est une petite balustrade entourant le chêne. Un peu plus tard, il y a eu un péribole, donc un mur protégeant le chêne avec une sorte de trésor pour abriter les offrandes peut-être qui étaient faites à Zeus, mais rien de considérable, vraiment rien de considérable, pendant donc une période extrêmement longue, probablement alors que plusieurs chênes se sont succédés au fil du temps sans doute.
Donc Zeus parlait, comment et pourquoi et que disait-il? Le problème des oracles dans l'Antiquité, c'est qu'on sait bien qu'il parlait puisque les gens, consultaient les oracles, les gens retournaient consulter les oracles. Si Zeus n'avait pas parlé à Dodone, les pèlerins ne seraient pas venus pendant des siècles, consulter le dieu. Donc, que disait-il? On ne sait trop. La littérature nous a conservé quelques exemples, quelques rares exemples d'oracles rendus à Dodone et à Delphes, mais ce sont des oracles qui sont remaniés par les auteurs, dont on ne peut pas être sûr qu'ils soient véritablement la parole même proférée par le dieu ou la question précise posée par le pèlerin. Donc, on pense, il faut penser plus exactement que le dieu parlait, mais on ne sait pas ce qu'il disait. Ce que l'on sait à Dodone, en revanche, c'est la question que les pèlerins posaient. À Dodone, pendant une certaine période de l'histoire du site, les pèlerins écrivaient ou faisaient écrire sur une lamelle de plomb la question qu'ils posaient au dieu, et la réponse leur était apportée par la suite. Ces lamelles de plomb, euh, dans certains cas, on les laissait sur place. Et les fouilles archéologiques ont permis de trouver des centaines, presque 3000 lamelles de plomb, dont quelques-unes sont montrées au musée de Janina, donc dans la région de Dodone. Et ces lamelles de plomb, comme vous le voyez, portent un texte inscrit. On peut lire le texte, on peut le traduire, il y a une base de données en quelque sorte qui a pu être constituée et qui permet de comprendre quelles étaient les questions posées. Ce sont presque toujours les mêmes. Je suis malade, vais-je guérir? Je n'ai pas d'enfant, aurais-je un enfant? Faut-il que je change de femme pour avoir un enfant? Je pars en voyage, est-ce qu'il va m'arriver des ennuis? Donc des questions tout à fait précises, tout à fait factuelles, tout à fait personnelles aussi, posées par les pèlerins qui n'hésitaient pas à parcourir de très longues distances pour arriver jusqu'à Dodone, dans une région où il n'y avait en gros rien, rien d'autre que le chêne oraculaire. Et donc, il est clair que cette distance, cet éloignement du site et la fréquentation pendant des siècles, pendant plus de 1500 ans du site, en dit long sur la piété des pèlerins qui faisaient confiance au Dieu, qui lui posaient en toute confiance et en toute piété des questions précises et qui entendaient bien recevoir des réponses précises. Donc, un sanctuaire oraculaire très ancien, un sanctuaire oraculaire très apprécié, situé dans une région très reculée. Et pour la procédure oraculaire à Dodone, comme pour la procédure oraculaire à Delphes, il n'y a pas besoin de théâtre. Et pourtant, il y a un théâtre à côté du chêne, à proximité du chêne, le théâtre est là. Le théâtre, de grande taille, un théâtre presque monumental qui a été bâti probablement à la fin du IIIe, au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, et un théâtre qui est certes très grand, au temps de sa splendeur, il pouvait accueillir peut-être 18 000 personnes, mais un théâtre qui, comme vous voyez, n'est pas en très bon état. Toute la partie sommitale n'est pas en bon état, et seuls les premières volées de gradins sont à peu près utilisables si l'on voulait utiliser le théâtre pour y organiser des spectacles. Il y a quelques expériences qui ont été faites, mais rien ne tient vraiment, parce que le théâtre est beaucoup trop loin. Les festivaliers peuvent envisager d'aller à Athènes sur les flancs de l'Acropole, ils peuvent envisager d'aller à Épidore, ils le font, mais ils n'iront pas à Dodone. Et pourtant, le théâtre a été bâti. Alors pourquoi? Si le théâtre a été bâti, c'est que, naturellement, on y donnait des spectacles, euh, des spectacles qu'on appelait les néas, et on n'est pas très renseigné sur les néas. On sait que les néas avaient lieu, en général, la première année de l'Olympiade, c'est-à-dire la même année que les Jeux d'Olympie. On sait que les néas comportaient diverses épreuves, puisqu'il y a un théâtre, il y avait donc sans doute des manifestations théâtrales ou musicales. Tout à côté, il y a les ruines d'un stade, il devait donc y avoir des manifestations athlétiques. Mais on ne sait pas bien ce qu'on y faisait d'autre, précisément. Oui, il y avait des prix qui étaient remis. Les concours d'Odone étaient des concours stéphaniques, donc on y remettait des prix sous forme de couronnes de feuillage. Mais voilà tout ce que l'on peut dire sur ce théâtre et sur l'usage que l'on en fait. Le théâtre d'Odone
pas plus que le théâtre d'Épidore n'est essentiel pour la procédure oraculaire. Le théâtre de Delphes servait à abriter quelques épreuves des jeux pithiques. Le théâtre de Dodone servait à abriter quelques épreuves des néas qui se tenaient donc à Dodone, mais qui n'avaient pas du tout le rayonnement, la notoriété, le retentissement des jeux pithiques. Donc, voilà, la perplexité qui peut nous saisir devant ce théâtre. Peut-on reprendre à propos du théâtre de Dodone ce que l'on a pu dire à propos du théâtre d'Athènes, du théâtre de Dionysos à Athènes, c'est-à-dire, je reprends la formule de Jean-Pierre Vernant, la cité se fait théâtre. Non, à Dodone, il n'y a pas de cité. À Dodone, il n'y a pas de cité, et pourtant, Dodone est quand même un centre politique. À Delphes et à Épidore, il n'y a pas de cité. Et les activités politiques à Épidore sont quasi inexistantes. À Delphes, elles sont presque inexistantes aussi. À Dodone, il y a des activités politiques, bien qu'il n'y ait pas de cité. Alors, pour quelle raison? Les activités politiques qui pouvaient être menées à Dodone doivent être comprises dans le cadre de la structure particulière sur le plan politique qui existait là. À Dodone, il n'y a pas de cité. La cité, c'est une communauté d'hommes et de femmes qui ont pris le parti de vivre en commun autour d'un certain nombre d'éléments qui les rapprochent, des rites, des dieux qui peuvent les rapprocher. Les habitants de la région d'Odone, de l'Épire, donc les Épirotes, ou les Molosses qui vivent aussi à proximité, n'ont pas éprouvé le besoin de forger le cadre de la cité. Ils éprouvent, par rapport à leurs voisins, le sentiment d'une proximité, le sentiment d'une communauté. Ils savent qu'il y a quelque chose qui les réunit sur le plan des cultes, sur le plan linguistique. Parfois, il y a des variantes linguistiques qui sont apparentes, qui sont comprises par les populations. Ces populations savent qu'elles ont les unes avec les autres une parenté ethnique, hein, si on veut, mais elles n'ont pas éprouvé le besoin de constituer le cadre de la cité. C'est très important d'insister là-dessus et de rapprocher cette constatation d'une célèbre formule que Aristote a introduite dans son traité politique. L'homme est par nature un animal politique, disait ce grand philosophe du IVe siècle. Un animal politique, c'est un animal vivant en cité, c'est-à-dire un être social. Bon. L'homme est par nature un animal politique. C'est une expression qui est très célèbre, mais qui est tout à fait fausse. L'homme est par nature un animal politique, cela reviendrait à dire que le cadre de la cité est une donnée de la nature. Mais ce n'est pas une donnée de la nature, c'est un choix politique que font ou ne font pas les communautés humaines. À Athènes, on fait le choix de la vie en cité. À Dodone, les populations environnantes ne font pas le choix de la vie en cité. Donc, l'expression d'Aristote est fausse. Le cadre de la cité n'est pas une donnée de la nature. Et par ailleurs, beaucoup de Grecs ne vivent pas en cité à l'époque classique ou par la suite à l'époque hellénistique. Le cadre de la cité existe pour un certain nombre de Grecs, mais pas pour tous les Grecs. Et donc, voilà, l'homme n'est pas par nature un animal politique. Simplement, les Épirotes et les Molosses savent qu'il y a une parenté entre eux, et donc ils ont besoin de temps en temps de se retrouver pour discuter, pour étudier telle ou telle question, pour prendre telle ou telle décision. Ils ont besoin de temps en temps de se retrouver pour célébrer le culte de Zeus, pour assister à des spectacles, par exemple. Et ils n'ont donc pas besoin d'un établissement permanent, ils n'ont pas besoin d'une capitale, ils n'ont pas besoin d'une ville. Et c'est ce qui explique qu'à Dodone, il n'y ait pas une ville, il n'y ait pas une concentration de population importante. Il y a quelques bâtiments utilitaires pour abriter ces institutions qui existent entre les épirotes. En termes techniques, les institutions s'appellent le koinon. Hein. Le koinon des épirotes a besoin d'un bouterion, a besoin d'un prytanion, qui est utilisé de temps en temps. Tout cela peut se comprendre si l'on essaye de concevoir les formes d'activité socio-économique de la région. Pendant longtemps, dans la région de Dodone, jusqu'au XXe siècle, en fait, a existé un élevage transhumant, par exemple. Alors, on n'est pas sûr que dans l'Antiquité, c'était les mêmes formes économiques qui existaient. Mais enfin, l'élevage transhumant, c'est une pratique utilisée par une communauté d'agriculteurs qui consiste à développer des activités agricoles et d'élevage, mais sans un attachement, une inscription, un lien contraignant avec la terre.
C'est exactement ce qu'on voit à Dodone. Il y a des populations quasi nomades et qui, de temps en temps, par exemple à la fin de la transhumance, se rassemblent à Dodone pour prendre les décisions qui s'imposent. On a donc besoin d'équipements sur place, mais on n'a pas forcément besoin d'une ville. On a besoin d'équipements pour le koinon des Épirotes. On a besoin des mêmes équipements pour le koinon des Molosses. Les Molosses et les Épirotes sont des populations voisines, mais elles partagent les bâtiments qui ont été édifiés dans le sanctuaire de Zeus à Dodone, des bâtiments qui ne sont pas utilisés tous les jours, mais qui sont utilisés de temps en temps. Voilà donc la particularité des activités politiques qu'il y a à Dodone. C'est une autre façon d'envisager le cadre politique de l'Antiquité. Et cela peut nous amener à reprendre la réflexion sur le théâtre et à aboutir à une conclusion, au fond. Cette conclusion, c'est la conclusion que peut nous inspirer, les réflexions que l'historien Paul Veyne menait à la fin de sa vie. Paul Veyne est mort il y a quelques semaines et il avait publié, un ouvrage, un recueil de documents, un choix de documents qu'il jugeait, voilà, les plus importants qu'il ait pu écrire, des documents, dignes, susceptibles d'être transmis, aux générations futures, au fond. Et dans ce recueil de documents, dans la préface de l'entretien préalable, on trouve une formule que Paul Veyne utilisait pour désigner les civilisations antiques, romaines et grecques, pour, souligner l'éloignement, l'étrangeté de ces civilisations. Paul Veyne parlait de, planètes extragalactiques. C'est quelqu'un qui connaissait précisément le sens des mots, hein, et donc qui, savait que nous habitons sur une planète qui tourne autour d'une étoile. Nous savons depuis quelques dizaines d'années qu'il y a, pour les étoiles environnantes, d'autres planètes qui tournent autour de leur étoile, le tout dans notre galaxie. Mais les planètes qui peuvent exister dans d'autres galaxies, elles existent peut-être, mais on n'en sait absolument rien. Et de ce fait, ces civilisations de l'Antiquité, même si elles nous paraissent par quantité de liens culturels proches, sont en fait très éloignées de nous. Et en somme, on peut se dire à propos de la civilisation grecque que les Européens, à la Renaissance par exemple, ont choisi dans l'héritage culturel, ont choisi dans les caractéristiques culturelles de la civilisation grecque, ont choisi un certain nombre d'éléments, pas tout, mais quelques éléments ont été choisis et ont été érigés au rang d'héritage précisément. Nous ne sommes pas les héritiers des Grecs, mais nous avons choisi dans leur civilisation des éléments qui nous paraissent intéressants, qui nous paraissent dignes d'éloge. Et parmi ces éléments, il y a le théâtre. Le théâtre à la mode athénienne, si l'on peut dire. Le théâtre, à Athènes, en effet, jouait un rôle essentiel dans la cité, mais à Épidore, à Delphes et à Dodone, ce n'était pas le cas. Il y a plusieurs façons d'utiliser le théâtre. Il y a des usages différents du théâtre dans l'Antiquité grecque, et cette série consacrée aux usages du théâtre s'est efforcée d'attirer l'attention sur la variété et sur la diversité et sur l'étrangeté même parfois de cette civilisation grecque, la planète extragalactique que Paul Veyne nous invite à étudier et sur laquelle il nous invite à réfléchir.